Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de choisir ESAE TV pour vous informer. C'est l'heure du journal sur votre web TV et dans un instant, les titres. Les corps diplomatiques et consulaires accrédités au Bénin connaissent désormais la quintessence du programme d'action du gouvernement pour le quinquennat 2016-2021. Vous suivrez dans cette édition le compte rendu de cette rencontre qui s'est tenue au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Le gouvernement du Bénin opte pour l'utilisation des caméras de surveillance dans les lieux et places publiques susceptibles d'être cambriolées, vandalisées ou profanées. Les raisons de ce choix dans ce journal. La licence professionnelle deviendra sous peu un examen national en République du Bénin. Vous suivrez dans un instant la réaction du promoteur de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE et quelques étudiants de cette prestigieuse université. À nouveau, bonsoir. Les corps diplomatiques et consulaires accrédités au Bénin ont effectué hier au ministère des Affaires étrangères et de la coopération une rencontre avec 4 ministres du gouvernement, à savoir Aurélien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, José Didier Tonato, ministre du cadre de vie et du développement durable, Hervé Romain, ministre des infrastructures et des transports, et Jean-Claude Roussou, ministre de l'énergie et des mines. Il était question de présenter à la représentation diplomatique les grandes lignes du programme d'action du gouvernement intitulé Bénin révélé pour le quinquennat 2016-2021. Les ministres ont présenté les projets phares de leur secteur en mettant l'accent sur les financements en cours, ceux déjà bouclés, mais aussi et surtout les projets en quête de financement. Plus de détails à travers ce reportage. Mobiliser toutes les forces vives autour du PAG, c'est la dynamique dans laquelle s'inscrit le gouvernement du nouveau départ. Ainsi, sur l'initiative du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Aurélien Agbenossi, une rencontre a été organisée en vue de porter à l'attention du corps diplomatique les ambitions du régime en place, lesquelles sont contenues dans son programme d'action. Souhaitant la bienvenue à ses invités, le chef de la diplomatie béninoise a, dans son allocution, rappelé la feuille de route du gouvernement et a convié le corps diplomatique à y adhérer. À sa suite, ses collègues des transports, du cadre de vie et de l'énergie ont présenté aux diplomates les projets phares de leur ministère respectif. D'abord, Hervé Romain, lors de son intervention, a indiqué que pour le ministère des infrastructures, ces 8 projets prioritaires qui ont été identifiés, entre autres, il a cité la construction de l'aéroport de Glodigbe, la réalisation du contournement nord de Cotonou pour fluidifier la circulation, la construction de l'autoroute Sémé-Porto Novo. Ensuite, le ministre du cadre de vie et de développement durable, José Tonato, a précisé qu'il est prévu la construction de 20 000 logements économiques et sociaux sur une période de 4 ans dans une vingtaine de villes, sur un besoin de 320 000 logements, la rénovation du Centre international de conférences et de la construction du Théâtre national. Enfin, Jean-Claude Roussou a fait savoir que 3 projets phares seront réalisés pour le compte du ministère de l'énergie, de l'eau et des mines pour un coût global de 520 milliards afin d'assurer la disponibilité énergétique, la réalisation des forages et l'accès à l'eau potable des populations. Prenant la parole au nom de ses pairs, doyenne du corps diplomatique a promis aider le gouvernement à mobiliser les partenaires techniques et financiers. Le gouvernement du président Talon est décidé à faire aboutir son programme d'action et dans ce cadre, il multiplie les initiatives pour faire adhérer les différentes composantes de la nation et les partenaires à sa vision. C'est ce qui justifie la rencontre d'hier, jeudi 9 février 2017, au ministère des Affaires étrangères entre les membres de l'exécutif et le corps diplomatique accrédité au Bénin. Le gouvernement de la République du Bénin décide d'utiliser des systèmes de vidéosurveillance pour lutter contre l'insécurité. Ainsi, lors du conclave gouvernemental hebdomadaire, en date du mercredi 8 février 2017, un décret a été pris sur les conditions de mise en place et d'utilisation de systèmes de vidéosurveillance en République du Bénin. L'utilisation des caméras de surveillance apparaît nécessaire pour certains lieux et places publiques et c'est aussi certains édifices ou domaines privés susceptibles d'être cambriolés, vandalisés ou profanés. Une décision qui s'inscrit dans la dynamique de bannir les actes de grand banditisme dans les villes du Bénin. On écoute le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Pascal Irénée Koupaki, pour plus de détails. Ce projet de décret qui concerne le renforcement de la sécurité des biens et des personnes béninois
a fait l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, qui l'a approuvé en prenant toutes les précautions nécessaires. À partir de cet instant que le décret respecte entièrement la loi concernant la CNIL, je pense qu'il n'y a pas de violation à proprement parler. La sécurité implique un minimum de précautions. Même les privés peuvent installer les vidéosurveillances, les caméras de vidéosurveillance. Mais vous ne pouvez pas, à partir de chez vous, regarder la maison du voisin. Non, ce n'est pas possible. Là, vous ne respectez pas le voisin. Mais votre devanture, le périmètre de votre maison, oui, c'est pour vous protéger. Et je disais tantôt qu'il y aura un arrêté du ministre de l'Intérieur qui va fixer les modalités d'application de ce décret. Les libertés des uns et des autres seront bien entendu respectées et le gouvernement respectera la loi. C'est la raison pour laquelle il a sollicité l'avis de la CNIL qui a reformulé certaines dispositions de notre projet de décret. Les journalistes nationaux renforcent leur capacité dans le domaine d'enquête journalistique. Une volonté manifeste de se perfectionner qui s'est fait montre à travers leur participation massive à un atelier de formation sur l'investigation journalistique qui a débuté ce jeudi 9 février 2017 à la Maison des médias Thomas Meillanson de Cotonou. Une équipe de la rédaction de ZAE-TV y était et en voici la substance. Les dirigeants de la Maison des médias, avec l'appui de OSIWA, entendez Open Society Initiative for West Africa, ont organisé un atelier de formation en enquête journalistique. Renforcer leurs capacités afin de sortir des sentiers battus est le but visé par les organisateurs de cet atelier qui a été officiellement lancé. Je voudrais croire, moi, que si vous avez été sélectionné et que vous êtes là, que effectivement vous donnerez le meilleur de vous-même pour les 72 heures de rencontre, de façon à ce que, désormais, on puisse trouver utile la démarche de la Maison des médias en sollicitant l'appui financier de Open Society Initiative for West Africa pour que, désormais, l'image de la presse béninoise puisse être une image ennoblie à travers des enquêtes de bonne facture. Et c'est sur cette note d'espoir que je voudrais déclarer lancer l'atelier de formation en enquête journalistique qu'organise la Maison des médias pour 72 heures. Je vous remercie. Cet événement fort simple a connu la présence des hommes des médias du Bénin et d'autres pays tels que le Togo. Oui, les outils nécessaires, les techniques d'investigation. Comment faire de l'investigation? Parce que l'investigation, ce n'est pas un petit papier qu'on fait là. Ça demande du temps, ça demande de l'endurance, ça demande de la persévérance. Il y a également, il faut être solide sur le plan professionnel. C'est-à-dire qu'il n'est pas un journaliste d'investigation qui veut, mais un journaliste d'investigation qui peut. Donc il faut disposer d'un certain bagage vous permettant de faire de sérieuses analyses, de faire une bonne collecte, de bons recoupements pour pouvoir informer de façon solide, c'est-à-dire proposer des articles ou magazines fouillés pour éclairer certaines zones d'ombre. Bon, à l'issue de cette formation, tout ce que nous attendons, c'est qu'ils maîtrisent au moins les techniques de ce genre majeur, bien de ce genre noble qu'on appelle l'investigation, et que ça ait des impacts sur leur production maintenant et dans le futur, et qu'ils persévèrent en faisant de l'investigation, parce que c'est en quelque sorte ce qui peut sauver la presse dans le monde actuellement. Il faut dire que cet atelier de formation prendra fin le 11 février prochain. Plusieurs réformes sont opérées dans l'enseignement supérieur afin d'assainir le secteur et de rendre plus crédibles les diplômes béninois. Ainsi, le gouvernement annonce dans les coulisses que la licence professionnelle deviendra sous peu un examen national au Bénin. Clément Adéchian, promoteur de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, nous donne dans ce journal ses impressions sur cette réforme. Il est au micro des confrères de la télévision nationale. L'État nous rend un service énorme. Vous savez, quand on est des privés, les étudiants ont toujours tendance à croire que, étant donné que j'ai payé, il faut forcément qu'on me dérange le moins possible pour que je puisse avoir mon diplôme. Et ils se prennent à leur aise
ils veulent aller comme ils l'entendent. Grâce à l'État, parce qu'ils savent désormais qu'ils ont une évaluation finale, ils se prendront très au sérieux. Les parents vont nous aider à suivre davantage les enfants à la maison. On ne va pas seulement être les seuls à faire le boulot. Et ils vont être présents à l'école. Ils vont respecter les programmes exécutés à l'école parce qu'ils sauront davantage que tous les documents délivrés par l'école comptent avant d'aller composer au niveau de l'État. Et ça va aider les écoles qui ont déjà imprimé à la base une certaine rigueur méthodologique de travail. Il y a un combat que nous avons mené et que nous continuons de mener. C'est d'abord de ne pas prendre une mesure et de la rendre rétroactive. C'est-à-dire pénaliser ceux qui ont déjà fini et qui n'ont pas eu leur diplôme. Je crois qu'ils ont compris. L'État a compris, le ministère a compris. Et je crois qu'ils travaillent davantage pour tous ceux qui ont déjà fini. Rentrent dans les rangs pour venir participer à la dernière co-signature. C'est déjà une très bonne chose, c'est déjà pas mal. C'est ceux qui ne vont pas se mettre dans les rangs. Vous savez, il y a toujours des étudiants bizarres, têtus, qui prennent le temps à dormir, à se réveiller tard. Ils ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. Maintenant, pour ceux qui sont dans le processus, qui savent déjà par eux-mêmes maintenant, en troisième année, qu'à la fin de leur processus, qu'ils vont faire un examen national, déjà, c'est un avantage pour les parents de savoir que enfin l'investissement sera rentabilisé par une évaluation de grande envergure, de niveau national. Tous les parents veulent ça. Parce que parfois, ils en ont marre de dire, bon, moi j'ai fait le campus, toi tu as fait le privé, mon diplôme est meilleur. Et ça peut choquer les parents, quand bien même c'est faux comme assertion. Parce que les privés parfois font mieux que la grande masse où on va s'entasser sur le plan national. Et nous n'avons pas grands effectifs, nous connaissons nos étudiants, on les forme mieux. Moi je l'atteste, pour le dire ainsi. Mais dans l'imaginaire populaire, écoutez, quand tu n'as pas le diplôme du public et que tu as un mauvais diplôme, alors le problème est réglé. Désormais, c'est l'État qui donne le diplôme à tout le monde. Donc c'est bon pour l'école, c'est bon pour les parents. Ils vont hésiter moins à aller inscrire leurs enfants dans les privés de demain parce qu'ils savent qu'à l'arrivée, c'est l'évaluation nationale. Parce que les parents, beaucoup de parents préfèrent aller faire la queue dans le public, aller dormir, s'il le faut, dans les écoles de formation publique pour pouvoir faire inscrire les enfants. Parce qu'ils veulent avoir la signature de l'État. Mais désormais, c'est le même État qui donne la même signature et uniquement le même État. Donc du coup, nous sommes au même pied d'égalité, nous sommes sur le même palier. Le parent inscrit son enfant désormais et il est à l'aise. Et c'est qu'à l'arrivée, la formation va être crédible. Deuxième difficulté résorbée par cette décision, c'est qu'avant, lorsque nous formons les étudiants, surtout les troisième années et les masters, ils prennent leur temps vraiment à vouloir soutenir. Vous courez derrière eux, ils s'en fichent pas mal. Désormais, ils savent qu'il y a un examen national qui attend à une date connue. Et sans soutenance, ils n'iront pas l'examen. Et nous, ce problème est réglé définitivement. On va être plus tranquille, ils vont nous bousculer pour vite soutenir. Parce que franchement, c'est difficile de former et d'attendre des étudiants qui doivent achever un processus et il faut se mettre à courir derrière eux. Désormais, nous, on ne courra plus derrière eux. Ils sauront qu'à la fin, il y a un examen qui est fixé à telle date, août, septembre ou octobre, et qu'il faut soutenir avant d'y aller. Ça règle un certain nombre de problèmes. Et quand vous êtes vraiment formateur crédible, vous devez vous en réjouir franchement. Restons toujours à l'École supérieure d'administration, d'économie et de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Cette fois-ci, je vous invite à suivre les impressions de quelques étudiants sur la nationalisation de la licence professionnelle en République du Bénin. J'ai compris qu'il ne fallait plus maintenant juste la soutenance pour avoir son diplôme, mais qu'il fallait aussi passer un examen national comme le baccalauréat qu'on a eu à passer avant d'aller à l'université. Donc il fallait faire cet examen national-là pour avoir maintenant son diplôme et entrer sur le marché du travail. Moi je trouve que c'est très bien, qu'on sera jugé sur nos compétences, nos connaissances et que ce ne sera plus forcément un jury qui va décider de notre sort en tant qu'étudiant en fin d'année de licence. J'aimerais soumettre une grande doléance, c'est qu'on organise une séance pour nos étudiants pour nous expliquer en profondeur cette initiative-là que le gouvernement a prise. Parce qu'on n'est pas forcément au courant de tous les bénéfices, de tous les avantages que cela peut nous donner. Donc on aimerait vraiment qu'on nous fasse asseoir pour nous expliquer complètement tout ce qui a rapport avec cette initiative-là. Pour moi, c'est les mêmes acteurs qui vont organiser la licence de l'État, les mêmes acteurs qui interviennent dans les écoles privées, qui vont organiser la licence que l'État entend organiser. Et c'est le même programme. Donc en réalité, quelqu'un qui a fait une licence dans une école et qui a vraiment bien fait ne devrait pas avoir en fait peur d'affronter les épreuves que l'État va organiser. Mais l'État est en train de déplacer les problèmes.
tout simplement. Parce que quand vous prenez l'exemple de l'ENAM, qui est quand même une référence, aujourd'hui, les étudiants qui sont à l'ENAM se plaignent parce qu'on ne sait même pas quand est-ce que l'année commence, quand est-ce que ça finit. La licence n'est pas aussi réglementée. Là-bas, les semestres s'entrevêchent et puis tout le reste. Et à l'université d'Abomey-Calavi, c'est le cas est légion. La Flash, la dernière fois, a fait les frais d'une invalidation d'année parce qu'il y a un tas de problèmes dans l'enseignement supérieur qu'il faut gérer à la fois. Parlons à présent du développement agricole en milieu urbain. De plus en plus pratiqué à Cotonou, le maraîchage est une activité qui approvisionne en légumes bon nombre de ménages urbains. Ainsi, une équipe de la rédaction de ESAE TV a effectué un tour dans quelques jardins de la place afin de vivre comment se déroule cette activité. Reportage. La culture du jardin potager, encore appelé le maraîchage, est de nos jours une activité en pleine expansion à Cotonou. Sur ce domaine situé dans l'un des quartiers d'Akpakpa, est mise en tête toute une variété de légumes. Une activité qui en appelle à de l'expertise. D'abord, au départ, nous avons la première étape qui est l'étape de faire les pépinières sur une planche dont la durée est de 4 jours. Après ces 4 jours, on enlève la couverture dont on a pu fermer cette planche. Et après 2 semaines, on commence la semence. La semence, c'est d'abord de sélectionner les meilleures cultures que nous avons fait la semence. Et c'est ces meilleurs-là qu'on plante sur une planche. Et sur ces planches-là, on commence l'arrosage. L'arrosage se fait soit par les installations, soit par l'arrosoir. Et nous avons les autres processus de donner de l'apport de l'engrais, des insecticides et des fientes qui permet l'évolution de ces cultures maraîchères. Bon, nous avons au premier abord, majoritairement c'est la menthe. Après ça, nous avons la salade. Après la salade, bon, nous avons un peu de tout, le navire, un peu de chou. Majoritairement, c'est ce qu'on a actuellement. Ces espèces végétales, avec grand soin, sont cultivées sur une étendue de terre humide. À en croire les ouvriers, l'exercice de ce métier n'est pas sans difficulté. Nous avons le système rudimentaire qui consiste à utiliser l'arrosoir, qui est majoritairement dominant dans le jardin. Mais nous avons certains qui ont leurs installations, qui utilisent encore, mais en dehors de ça, ils utilisent toujours l'arrosoir. La première difficulté, c'est le manque de main-d'œuvre. Après ça, la non-maîtrise de l'eau qui consiste à creuser chaque fois des trous pour arroser. Et encore, bon, la cherté de l'engrais et le marché d'écoulement qui pose beaucoup de problèmes ces derniers temps-ci. Parce que quand on produit ces derniers temps-ci, on ne voit pas un marché d'écoulement fiable pour le déversement de nos produits. L'essor actuel du maraîchage à Cotonou et ses atouts en termes d'emploi et de profit économique favorisent certainement le développement du Bénin. Page Sport dans cette édition, en partenariat avec la Fédération béninoise de basketball, le réseau des journalistes de sport au Bénin RJSB renforce les capacités des professionnels des médias en prélude au championnat national de basketball qui démarre ce samedi 11 février 2017. Reportage. Les journalistes sportifs béninois à l'école du basketball depuis ce jeudi 9 février à l'auditorium Marus Francisco du Comité national olympique et sportif béninois CNOSB. Une initiative du réseau des journalistes de sport au Bénin RJSB en partenariat avec la Fédération béninoise de basketball qui vise à doter les professionnels des médias des notions basiques de cette discipline en prélude au championnat national qui démarre ce jeudi 11 février. La cérémonie d'ouverture a été rehaussée par les présidents Paul Zinsou, Léonide Isidore Gbagidi et Aubin Assouba des fédérations béninoises de tir à l'arc, gymnastique et badminton. En effet, ce séminaire est d'une grande importance pour le bureau exécutif du réseau des journalistes de sport au Bénin, car elle inaugure une série de formations avec certaines fédérations sportives et leurs présidents qui ont accepté d'offrir l'opportunité aux reporters et journalistes sportifs de se spécialiser et même d'aller à la pratique de leur discipline. À l'instar du football où les reporters et journalistes sportifs s'illustrent déjà à travers le tournoi intermédiaire de football qu'organise le réseau des journalistes de sport depuis 2014. De lancer un appel vibrant aux bonnes volontés, institutions sportives et de la presse et même aux personnes ressources afin qu'ils nous apportent leur soutien pour la réussite de nos activités. Ce séminaire de formation
est d'autant plus important pour le comité exécutif de la Fédération béninoise de basketball qu'il y a facilement adhéré. En effet, le président séminaire permettra à nos partenaires de la presse de mieux suivre nos compétitions en donnant plus de visibilité à celles-ci. Et ceci à partir du samedi prochain, date à laquelle démarre nos championnats nationaux avec celui de la première division. Vous savez, dans notre pays, ce n'est pas monnaie courante de voir de ces genres d'initiatives de la part des journalistes. D'abord, dans certains réseaux, quand ça se crée, au lendemain ou bien le lendemain de la création, c'est l'omerta, le silence total. Et c'est après, à quelques jours du renouvellement du bureau, qu'on commence par courir. Ce n'est pas le cas de ce réseau. Monsieur le Président, continuez comme ça. Indisponible, Osvaldo Meki a délégué Yao Félix Ressou pour représenter le ministère des Sports. Le métier de journaliste sportif est plus exigeant, car l'exercice de ce métier requiert des connaissances plus pointues dans les différentes disciplines sportives. Le rôle du journaliste sportif est important dans la promotion et le développement du sport. C'est lui qui, à travers ses reportages et analyses, permet au grand public d'être informé de ce qui se passe. C'est pourquoi le ministère des Sports a accueilli avec joie votre initiative et me charge de vous adresser ces vifs encouragements. La cérémonie de clôture est prévue ce vendredi 10 février, comprenant une remise d'attestation aux participants. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note sportive que je mets un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas de prendre le rendez-vous hebdomadaire de votre émission préférée Info Hebdo demain samedi. Bon week-end et en compagnie de nos programmes sur ESAE TV.